Bonjour à toutes et tous, bienvenue au Festival Travelling et bienvenue à ces rencontres professionnelles que nous organisons en collaboration avec FIM en Bretagne. Je salue Franck Vial qui est dans la salle, son directeur, son valeureux directeur. On est ravis de vous accueillir pour cette plateforme métier, puisqu'on l'intitule comme ça depuis quelques années. On explore les métiers du cinéma et à cet effet pour donner des envies, déjà pour commencer, et puis pour explorer le corps d'un métier. Donc cette année, c'est, comme vous le savez, la décoration qui est à l'honneur. Donc ça fait l'objet d'une journée balisée, mais Lumna va vous expliquer tout ça dans le détail. En tout cas, c'est un plaisir d'explorer les métiers. On fait ça toute l'année dans le cadre de nos dispositifs d'éducation à l'image à Clair-Obscur. Et dans le cas de Travelling, c'est vrai que c'est intéressant de le faire dans une optique plus professionnelle, pour les professionnels aguerris ou moins aguerris, en tout cas de permettre justement de découvrir des métiers du cinéma et l'envers du décor, puisque c'est le titre de la masterclass d'aujourd'hui. À cet effet, je remercie chaleureusement Jean-Marc Trantaba, qui est chef décorateur, vous le savez, réputé depuis 20 ans, voilà, qui a été nommé au César pour son travail sur l'exercice de l'État, qui est un film vraiment qu'on adore, enfin qu'on aime beaucoup, de Pierre Scheller. Mais il n'a pas fait que ça, et il a fait notamment 2 longs métrages avec Mathias Gokalp, qui nous fait l'amitié d'être là ce matin, très tôt, après la présentation de leur film hier soir, L'exercice de l'État. Et je remercie les 2 grands professionnels qui vont animer... Pardon ? Ah oui, bah voilà, ça, c'est parce qu'il est trop tôt. Donc l'établi, que vous avez vu peut-être hier soir, et qui sort début avril, je crois, qui sort le 5 avril sous l'égide du Pacte. Donc je remercie également le distributeur, le Pacte, de nous avoir permis cette avant-première de l'établi, pardon. Je vous laisse la parole. Donc c'est Lumna Botan de Film Bretagne qui va animer la rencontre, en compagnie de Nicolas Thévenin de la revue Réplique, la revue d'entretien de cinéma, comme vous le savez. Et bien, je vous souhaite une belle rencontre, une belle masterclass. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, Film en Bretagne, c'est une fédération de professionnels de l'image en Bretagne. Et donc, parmi nos actions, on propose des temps d'échange, de pratiques, de rencontres avec des cinéastes, des techniciens, techniciennes, des créateurs. Et donc là, on est très heureux d'être à nouveau en partenariat avec le Festival Travelling et aussi la revue Réplique pour proposer une masterclass autour de la déco au cinéma. Et donc c'est dans une journée professionnelle. Ce matin, donc, il y a la masterclass. Et puis cet après-midi, à 17h, il y a une rencontre avec les professionnels de la déco autour de l'éco-production et de la transition écologique voilà, dans les métiers de la décoration au cinéma. Et ben, je vais laisser maintenant la parole à Nicolas. Et puis bonne rencontre. Merci Lumna, merci à vous deux d'être présents. On dit bien évidemment qu'on a un temps pour discuter comme ça, on a un timing contraint qu'on ne peut pas dépasser, qui est à 11h, il faudra s'arrêter à 11h pour des raisons ferroviaires. Mais bien évidemment, la parole, si elle est à nous dans un premier temps, elle sera à vous aussi si vous avez des questions à poser ou des remarques à faire. Dans un premier temps, Jean-Marc, on va parler de votre parcours de manière un petit peu transversale, puis peut-être dans un second temps ou comme des petites ponctuations, on parlera plus spécifiquement de l'établi que certaines d'entre vous ont probablement vu hier soir. La première question vous est destinée, Jean-Marc, elle est très large. Elle est très large, bien évidemment. Qu'est-ce qui vous a mené à ce métier ? Quel est votre parcours ? Pour nous être documentés, on sait que c'est venu comme ça, un petit peu, sans forcément que ce soit prémédité. Comment êtes-vous venu au décor à faire ce travail ? C'est effectivement un peu une addition de hasard presque. Enfin, j'ai commencé stagiaire sur un film sans du tout savoir ce que c'était qu'une équipe technique. On m'a dit tu vas être stagiaire à la déco. J'ai dit bon d'accord, j'étais stagiaire à la déco et ça m'a plu. Et après j'ai un peu gravi tous les échelons d'une équipe déco, à savoir on commence stagiaire, après on est ce qu'on appelle Reaper. Enfin, il y a différentes possibilités, mais après, enfin, j'ai occupé un peu tous les postes dans une équipe déco jusqu'à finir chef déco au final. Mais au départ, c'est vrai que c'est un peu un hasard. C'est un peu, j'aurais peut-être pu me retrouver stagiaire à la caméra et finir chef op, je sais pas. Mais non, mais après ça m'a plu, ouais. Mais c'est vrai qu'à la base,
le fameux, à l'époque c'était encore peut-être intéressant, le fameux statut d'intermittent, donc ce qui faisait rêver tous les jeunes. Et j'ai mis un pied là-dedans, et puis j'ai pris le deuxième, et puis j'y suis resté. Mais c'est pas par conviction. J'étais pas tout petit. Je construisais pas des cabanes avec des allumettes c'est arrivé plus tard. Et dans ton interview, justement pour les Césars là en 2012, tu parles de l'aspect assez psychologique que tu aimes bien dans ce métier-là. Et c'est vrai que le métier de chef déco, c'est aussi comment on incarne quelque part un personnage pour recréer aussi un univers, un décor. Toi, comment tu fais pour... voilà, quelle histoire tu te racontes de personnage, comment tu travailles un décor? Ça varie selon tout, selon les films, selon les scénarios, selon les réalisateurs. Chef déco, c'est aussi un peu de sociologie, un peu de psychologie, je pense. Par rapport à un tas de trucs, par rapport évidemment à un réalisateur, faut déjà à la base qu'on soit un peu sur les mêmes planètes, enfin en tout cas sur les mêmes envies. Et après, en discutant avec lui ou elle, on se construit un peu son imaginaire, nous, et on dérive, on s'approprie un peu, en tout cas pas les personnages, mais leur cadre, leur univers. Ça nous aide à habiller leurs intérieurs, à imaginer comment ils peuvent être avant et après le film, entre guillemets, quoi. Mais c'est vrai que c'est un travail que je fais pas seul non plus, parce que un déco, il travaille avec une équipe. Donc il y a souvent un premier assistant qui est un complice, souvent de longue date, et avec qui on fait un peu du ping-pong. On lui dit bah, tiens, c'est un tel, il peut collectionner les coquillages, un tel, il est passionné de botanique. Et après, selon les cas, des fois les réalisateurs sont très précis et ont des envies très précis de où ils veulent aller. Et au contraire, d'autres sont très indécis, et on les aide un peu à fabriquer l'univers des personnages. Une fois de plus, c'est leur univers, c'est pas les personnages, on s'en mêle pas. C'est le travail des réalisateurs, bien sûr, mais leur univers, on apporte un peu notre pierre à l'édifice. Pour revenir sur cette question de parcours et de cabane qu'on construit enfant ou pas, on se dit quand même que ce travail sur la décoration, il est forcément lié à une aimantation pour l'art de manière générale. À la musique, vous en faites d'ailleurs. Un album est sorti, a-t-on appris hier soir, je pense qu'il faudra en parler. La musique, et puis tout ce qui va concerner plutôt les arts visuels, c'est-à-dire la photographie, la peinture, etc. Le cinéma, sans doute. Est-ce que vous aviez quand même dans votre jeunesse une aimantation spécifique pour les arts, et particulièrement les arts visuels, et comment vous continuez à travailler votre créativité au quotidien ? Bah oui, effectivement, quand on est gamin, de toute façon, on est forcément attiré par le cinéma, par les westerns quand on est un petit garçon, par ce genre de choses, par la BD après, par Tintin, par Black et Mortimer, l'école belge, après les dessinateurs des années 80-90 ou les Reiser. Enfin, ça a été peut-être mes premières sensations, ouais, un peu comme ça. Et après on se nourrit de plein de choses. On se nourrit de choses vues dans la rue, de petits cadrages artistiques qu'on peut trouver jolis ou élégants ou pas, ou émouvants. Ça se retrouve tous les jours, enfin n'importe où. On a toujours, je pense, on a toujours un peu l'œil aux aguets, ouais, en tout cas ou en tout cas, on est toujours prêt à se laisser surprendre ou émouvoir par un détail, quel qu'il soit. Et après, on creuse, on s'enrichit effectivement en allant voir des expos photos, des peintres. Enfin, il y a plein de choses pour se nourrir finalement. Ouais, un peu dans le quotidien, de toute façon aussi. Mais je pense qu'on est toujours un peu à la recherche. Ouais, Alors c'est vrai que maintenant, avec nos téléphones modernes, c'est assez pratique parce qu'on peut immortaliser le truc qu'on trouve sympa. Tac, on le prend en photo et on se le classe dans nos archives.
même si après on le retrouve pas quand on le cherche, mais oui, on est toujours. Je pense qu'il y a une curiosité, en tout cas, effectivement, de l'image. Enfin, moi, en l'occurrence, du cadrage, je saurais pas faire chef-op, évidemment, mais je trouve que des fois, j'aime bien le cadre à la caméra. Enfin, saisir un peu des. C'est pour ça que j'aime bien la photo, je pense, parce qu'effectivement, contrairement au cinéma, c'est pas en mouvement, donc c'est plus un moment très précis de cibler, et voilà. D'ailleurs, en parlant de photos, en fait, pour préparer donc l'entretien avec Jean-Marc, on lui a demandé des références de peintres, de photographes, et on aimerait que tu nous en parles un petit peu. Ouais, les photographes. Alors, tu nous as dit que tu aimais Stephen Shore. Ouais, absolument, ouais. On a choisi cette photo. Surface américaine. Ouais. Livre édité en France en 1999. Bah, c'est toujours des choses assez sobres, finalement. Quand on regarde les photos de Stephen Shore, c'est très élégant. De par les couleurs, de par les perspectives. Enfin, il y a des photos de rue aussi où il y a une vieille voiture américaine sympa, puis au-dessus des lignes électriques qui courent un peu. Il y a toujours un contraste entre des choses très ordonnées, puis tout d'un coup un truc qui est complètement bordélique quelque part. Et mais bon, et des photographes, il y en a tellement. Là, Lubna, tu m'as pris la dernière fois au débeauté, mais c'est vrai qu'il y a plein de photographes talentueux, et c'est difficile d'en citer qu'un, quoi. C'est toujours Stephen Shore, Uncommon Places, 1982. Et puis il y a un autre photographe que vous nous aviez cité quand effectivement Lubna vous a fait cette requête, c'est Martin Parr. Oui, il y a beaucoup d'humour, parfois de cynisme dans les photos de Martin Parr, même si on peut peut-être trouver maintenant qu'on en parle trop de ce monsieur, mais il n'empêche que ça me fait toujours sourire. Alors des fois, ça a un rire un peu jaune, mais c'est pareil. C'est aussi des cadrages, c'est intéressant. Alors lui, pour le coup, c'est très coloré. Enfin, encore que ça dépend de ses photos, mais c'est l'humour, ouais, que je retiendrai surtout sur les photos de Martin Parr. Le côté un peu dérision aussi. Cette photo a été prise à Miyazaki au Japon, elle date de 1996, et c'est une plage artificielle à l'intérieur du dôme océanique. Photo assez connue. Il y a la peinture aussi, et c'est vrai que on vous a pris un petit peu comme ça au débeauté, et vous avez répondu spontanément, donc on est resté un petit peu sur ce que vous nous avez cité, et en l'occurrence, le peintre que vous avez cité spontanément, c'est Nicolas de Stel. Pour alors là justement un cadrage qui n'est pas cinématographique, puisque c'est vertical. Ouais, c'est vrai. Mais c'est son sens des couleurs, enfin c'est difficile un peu. Je me rappelle on me parlait beaucoup de Rothko, et Rothko sur les images, sur les cartes postales, j'avais un peu l'impression que c'était un aplat de pas grand chose. Et je me suis retrouvé devant une de ces toiles à Londres, à la Modern Tate Gallery, où tout d'un coup on est face à une peinture qui fait 4 mètres par 4 mètres, qui est peut-être quasiment monochrome, et tout d'un coup il y a un truc qui nous envahit, une espèce d'émotion comme ça, et c'est la peinture, c'est pas facile. Je serais incapable de dire pourquoi j'ai été ému en voyant ce tableau de Stahl. Ça me fait un peu le même effet aussi, c'est un peu des couleurs comme ça qui... En tout cas, son code couleur, quel horrible mot, mais les couleurs qu'il utilise sont des couleurs qui me touchent toujours. Il y a toujours des nuances de gris, de bleu, enfin vraiment des couleurs qui me touchent, et que je dois certainement très souvent mettre dans des décors plus ou moins inconsciemment, mais que je reprends quand on a des murs à peindre, des choses comme ça, des feuilles décors. Je me retrouve souvent à faire des bleus gris, des nuances comme ça, un peu douces, et en même temps pas si froides que ça au final, et voilà. Pour continuer sur les références, tu nous as aussi parlé de Vuillemin, le dessinateur de bande dessinée, qui est un ami à toi et avec
qui tu joues aussi dans le groupe. On a joué pas mal, effectivement. Là, un peu moins parce qu'il a... On a choisi. Désolé, l'image est un peu pixelisée, mais je pense que pour ceux qui ne connaissent pas Villemain, ça donne une idée quand même de l'esprit de son travail. Ouais, c'est quelqu'un qui m'a toujours fait rire, qui m'a toujours ému. C'est un espèce d'ours un peu qui a pas forcément bon caractère. Enfin, si, qui a bon caractère, mais qui le cache bien. Mais c'est surtout ses dessins. Il est toujours très fort parce qu'il rencontre quelqu'un 5 minutes, il va faire une caricature de lui sans le connaître et il va toujours attraper le truc qui reflète la personnalité de cette personne. En l'ayant vu très peu, c'est étonnant. J'ai vu faire un paquet de fois des dessins de copains ou de choses comme ça, et même s'il les connaît pas plus que ça, il va aller mettre le doigt où justement où la personnalité il va retrouver la personnalité du gars tout de suite, et ça se voit dans son trait, dans sa vanne. Enfin, c'est assez fort pour ça, je trouve. Et donc vous avez un groupe ensemble? Oui, alors là maintenant il est un peu plus en dilettante parce que il dit, mais c'est une excuse, je pense qu'il a les doigts qui sont un peu moins souples qu'avant, donc il joue bien de la guitare, mais il vient quand même parce qu'il a une voix très aiguë, il fait des très jolis chœurs, donc on le recrute on lui fout la pression pour venir. Mais il a joué, donc on a joué pendant les années 90 beaucoup ensemble. Et il nous a bien aidé parce que il faisait pas mal de festivals BD à l'époque et il aimait pas ça, et à chaque fois il disait écoutez, je viens, mais à ce moment-là trouver une salle pour qu'avec mon groupe on puisse jouer, et ça nous a fait faire des dates sympas, ouais. Ce groupe s'appelle Les Ambassadeurs. C'est ça. Et vous chantez? Et je chante, ouais. Mais ça c'est vraiment anecdotique, hein, pour le coup, c'est pas... Oh bah oui, mais ça éveille notre curiosité. Bon, on a appris ça hier soir, on n'a pas eu le temps d'écouter cette nuit, mais ce sera fait cette semaine. On n'est pas encore sur 10 heures. Toujours dans cet ensemble de références, bon, forcément, on vous a demandé un nom de décorateur et pour le cinéma. Et celui que vous nous avez cité, c'est Alexandre Trauner. Et on s'est rendu compte, en fait, que les noms des décorateurs, on les connaît pas, à vrai dire. C'est quand même terrible. Autant ceux des grands chefs opérateurs sont souvent identifiés, mais ceux des décorateurs le sont beaucoup moins. Alors Alexandre Trauner, il nous a été difficile de faire des choix dans sa filmographie, enfin parmi les films sur lesquels il a travaillé, parce que d'abord ça s'étend sur un temps très long, et puis ce sont des périodes de cinéma très diverses. Il y a une première période française avec notamment Marcel Carné, il y a une période américaine avec notamment Billy Wilder, il y a le cinéma français plus récent, mais on peut quand même montrer quelques petits exemples. Ça, c'est Les Enfants du Paradis de Marcel Carné, 45, et on a vu qu'il a travaillé sur Ciao Pantin aussi. Alors donc ça donne une toute petite idée, cet écart de temps, cet écart de genre cinématographique du travail d'Alexandre Trauner. C'est quelqu'un qui vous influence beaucoup, auquel vous vous référez, c'est quelqu'un dont vous vous inspirez? Non, je pense pas, parce que le travail est tellement différent. Moi, je suis surtout très nostalgique. Enfin, j'ai évidemment pas connu cette période, mais je suis tombé il y a quelques mois sur un documentaire. Je sais plus sur quel réalisateur c'était, et il montrait en studio, il reconstruisait toute la station de métro aérienne de La Chapelle, Stalingrad-La Chapelle, et on voyait une équipe d'écho avec des charpentiers, des peintres, faire toute cette ossature de métro aérien, et ça pour une séquence qui a dû prendre peut-être une journée. Enfin, c'était évidemment, je pense que la main d'œuvre, les charges, etc., n'étaient pas les mêmes, mais enfin, du coup, en déco, il travaillait beaucoup en studio, ce qui évidemment est beaucoup plus rare maintenant, et avait je dirais, il était beaucoup plus compétent que nous, à nous les chefs déco modernes, parce que il travaillait les fausses perspectives. Enfin, il y avait quand il faisait des rues en studio, il faisait en fonction de l'objectif, il travaillait la fausse perce pour qu'on ait l'impression. Enfin, c'était un travail dingue, je trouve, et c'est ça. Maintenant, déjà, je vous dis, il y a beaucoup moins de décors en studio, et je pense que maintenant on doit pouvoir faire des simulations avec des logiciels informatiques, alors qu'à l'époque c'était effectivement le déco avec ses assistants qui étaient sur leur planche à dessin et qui travaillaient. Et je trouve ça magique pour le coup.
Mais il peut pas m'inspirer, malheureusement, il peut pas m'inspirer parce que moi, j'ai dû faire, je sais pas combien j'ai fait de long métrage, mais j'ai dû faire 3-4 décors en studio maximum, quoi. Après, c'est pas un regret non plus parce que je trouve que de travailler en décor naturel, ça amène des contraintes et ça amène au réalisateur comme au déco une gymnastique et une réflexion qui est différente, mais qui est aussi riche que si on partait d'une page blanche en studio et on dit qu'est-ce qu'on fait pour s'amuser. Là, on a envie de faire des trucs pour s'amuser et en même temps, ça, on est embêté par un pilier. Alors comment on peut négocier le pilier? Enfin, c'est intéressant, c'est différent, mais c'est intéressant aussi comme approche. Et justement, pour rentrer un peu dans le concret du métier de chef déco, où commence ton travail? Quels sont tes rapports avec le ou la cinéaste? Est-ce que tu participes au repérage, par exemple, de certains décors? Au niveau de la construction, enfin voilà, où commence et où s'arrête quelque part le métier de chef déco? Bah effectivement, il commence dès les repérages, enfin même avant les repérages, puisqu'on se rencontre en amont avec le réalisateur. Et on évoque un peu son projet. Après, les repérages, c'est presque enfin, en tout cas pour un déco, c'est très important parce c'est là que commence et que naît la complicité avec un réalisateur. Et parce qu'on voit plein d'endroits, on se retrouve, on est en petit comité, il y a le repéreur, il y a le premier assistant, des fois le chef opérateur, pas toujours, mais le déco, enfin, on est un petit noyau de 5 personnes et à partir de là, on commence à monter notre histoire, quoi. Donc c'est très important de faire des bons repérages et de prendre le temps de les faire, ouais. Et après, on a toute la période de préparation où là, effectivement, on est encore en petit comité puisque toute l'équipe de plateau n'est pas encore arrivée. Et là, on discute beaucoup, on propose des ambiances, soit par des dessins, soit par des matières, soit par différentes choses au réalisateur, soit par des photos références, des choses comme ça. Et à partir du moment où le tournage commence, c'est presque là où là on s'efface, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on a une autre partition avant, on a un peu calé les choses en amont avec le premier assistant, avec le réalisateur. Et à partir de là, on se voit assez peu parce que lui est sur le plateau, nous on est en amont. On passe un peu sur le plateau, mais c'est pas notre job et on prépare les décors suivants et on est toujours avant et après l'équipe de tournage, mais on n'est pas à part l'accessoire de plateau. Et je vous dis de brefs passages quand même parce qu'on est un peu autiste, mais pas complètement quand même et on passe un peu discuter avec l'équipe, quoi. Mais c'est vrai que tout le travail d'un déco et d'une équipe déco se fait, en tout cas avec la mise en scène, se fait avant le tournage. Et finalement, quels sont vos interlocuteurs privilégiés? Plus précisément, est-ce que vous dialoguez beaucoup avec le chef opérateur? Parce qu'un chef opérateur et un chef décorateur, je pense que ça implique une confiance mutuelle, parce qu'un chef opérateur peut complètement transformer votre travail lors du tournage. Oui, mais ça se perd un peu maintenant, la complicité avec les chefs op et surtout les jeunes générations est plus évidente. C'est vrai que pendant très longtemps, on avait une blague qui tournait, quelle est la différence entre Dieu et un chef op? Dieu se prend pas pour un chef op. Donc c'était un peu des vannes qui tournaient comme ça et maintenant non, mais les jeunes sont plus ouverts et je pense se rendre compte que la lumière seule, ils feront pas forcément des belles choses, quoi. Ils ont besoin de nous, comme nous, on a besoin que nos décors soient bien éclairés et la complicité est plus évidente maintenant qu'avec l'ancienne génération, je dirais. Et juste pour aller encore dans cette discussion avec les techniciens, est-ce que vous dialoguez aussi avec l'ingénieur du son, enfin avec l'équipe du son? C'est une question que je me posais, parce que en fait, la manière dont on aménage un espace, ça a une incidence sur l'acoustique. Ouais. Trop peu, je dirais. Trop peu parce que bizarrement, justement, l'ingénieur du son vient en repérage technique et encore même pas forcément systématiquement.
Donc ça, c'est un peu les repérages techniques. C'est après les repérages, en période de préparation, on revient sur les endroits qu'on a choisis avec les machinaux, les électros, etc. pour voir un peu comment vont se faire les installations techniques. Et souvent, et pas systématiquement, l'ingénieur du son vient. Et des fois, c'est trop tard. Ou en tout cas, ça peut avoir des conséquences un peu des fois, on se dit c'est dommage, il fallait nous le dire plus tôt parce qu'on aurait pu faire notamment l'éternel plancher qui grince, mais il y a ou les fenêtres qui sont pas assez étanches et tout d'un coup on se retrouve à devoir calfeutrer tout ça un peu au dernier moment et c'est vrai que c'est un peu dommage. Ça. Donc il fait autant la complicité avec le chef op, je trouve maintenant c'est amélioré au fil des années. Autant il y a très peu de complicité avec l'équipe son. C'est un peu dommage. Ouais. Et en tant que chef d'éco, tu dois aussi gérer le budget et les contraintes budgétaires. Et puis, j'imagine que du coup, il y a une différence entre ce qu'on voudrait faire dans un monde idéal, comment on imagine et ce qu'on aimerait faire d'un décor, et puis se confronter au réel et au budget. Quoi. Comment tu travailles ça? C'est vrai que c'est une telle évidence que j'en ai même pas parlé, mais effectivement, le nerf de la guerre, c'est l'argent, donc on a toujours envie de faire baignure, et puis on est vite freiné. Donc après, ouais, c'est un dialogue. Une fois de plus, ça dépend des gens qu'on a en face de nous, mais heureusement, ce sont très souvent les directeurs de production sont des personnes intelligentes, quand même, et on trouve toujours des solutions. Enfin, effectivement, on a des. Maintenant, avec le métier, je vais savoir qu'un endroit, il est pas, même s'il est très beau, va pas être jouable parce qu'il va être trop cher à décorer. Après, on trouve aussi des solutions justement entre un réalisateur et une directrice de production ou directeur de production. On se dit voilà, non, ça on peut pas se l'offrir. Comment on peut faire? Ça peut être des choses très simples, c'est-à-dire des séquences qui sont prévues. Pour être à tel endroit, sont ramenés dans un autre endroit. Du coup, ça enlève le coût d'une fabrication d'un décor. Donc, c'est en discutant un peu comme ça avec le directeur de production et le réalisateur qu'on arrive à synthétiser et à orienter un peu nos choix et artistiques et économiques. Mais évidemment, c'est le nerf de la guerre, ouais, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est à peu près quelle proportion dans un budget de film, le budget déco? On dit toujours on dit souvent que c'est 10%, mais franchement, c'est pas vrai. Quand on arrive aux 10%, on est content, ouais, mais on est souvent plutôt plus près des 7% du budget du film, quoi, 6-7%, quoi. Vous travaillez pour le cinéma, mais aussi pour des séries. Ouais. Et d'ailleurs, je crois qu'en ce moment, vous travaillez sur une série du réalisateur d'OVNI, de la série OVNI, qui a eu 2 saisons. Et là, vous rempilez donc. Est-ce que les conditions de travail et aussi les conditions budgétaires diffèrent fondamentalement entre le cinéma et la télévision? Intuitivement, mais peut-être on se trompe, on dirait que pour les séries, tout va beaucoup plus vite. Ouais, tout va plus vite. Les grilles salariales ne sont pas les mêmes, sont effectivement un peu plus basses qu'en cinéma. Même s'il paraîtrait que la tendance est un peu... les techniciens ruent un peu dans les brancards et donc demandent à avoir un peu les mêmes conditions, les mêmes minimums salariaux qu'en long métrage. Après, ça va plus vite, mais j'en ai pas fait des tonnes, des séries, mais j'ai... sur les séries que j'ai faites, en tout cas, j'ai eu plus de moyens que sur des longs métrages à petit ou moyen budget, en fait. Après, ça va plus vite, mais ça nous, à la déco, on n'en souffre pas forcément. C'est plutôt en temps de tournage où effectivement ils font systématiquement 2 heures supplémentaires par jour parce qu'effectivement au final ça leur enlève une semaine de tournage et qu'une semaine de tournage c'est des cachets en plus, c'est du matériel caméra en plus. Donc les productions préfèrent faire des heures supplémentaires.
faire des heures supplémentaires aux techniciens plutôt que de rajouter des semaines de tournage. Donc ça va plus vite, ça se passe bien, mais je sais que là, sur la série sur laquelle je suis, ils font en moyenne 2 heures sup par jour, quoi. Mais outre OVNI, on a identifié Vernon Subutex aussi, et il y en a peut-être d'autres. Ouais, c'est un peu les plus notables. On a fait il y a quelques années pour Netflix une série qui s'appelait Vampire, qui était très, très drôle à faire, très, très sympa. Où on avait pas mal d'argent, donc au niveau déco, on a vraiment pu s'amuser. Par contre, j'ai l'impression que ça n'a pas... Enfin, bizarrement, si j'ai bien compris, Netflix se base sur le taux d'audience du pays d'origine. Et en France, ça n'a pas bien marché. Ça a très bien marché en Italie et en Amérique du Sud, paraît-il. Mais pas en France. Donc du coup, il n'y a pas eu de saison 2. Mais bon. Et dans la conception d'un décor, il y a tous les films un peu de reconstitution. Il y a aussi des films sur lesquels tu as travaillé plus réalistes, plus, on va dire, naturalistes. Qu'est-ce que tu préfères, toi, en tant que chef déco? Quel décor tu préfères travailler? Et au niveau de la reconstitution, il y a aussi cette notion de à quel point tu t'approches d'une véracité, à quel point tu te permets de la fantaisie. Ah, ça dépend complètement justement au final, malgré tout, on prend la direction que le réalisateur a envie de donner à son film, donc on est quand même tenu de rester d'aller dans la direction où il veut aller. Et puis évidemment il y a nos goûts qui interfèrent, mais malgré tout on suit les desiderata du réalisateur. Après, je trouve que toute expérience est bonne à vivre. C'est vrai que la chambre d'hôpital et le commissariat, c'est pas les trucs qui me font le plus fantasmer, mais heureusement, il n'y a pas que ça dans le cinéma français. Mais il y en a beaucoup, ouais. Après, après il y a plein d'univers différents qui sont intéressants. J'ai pas de préférence. Après, justement, ça sera peut-être un pont pour plus tard, mais effectivement, de bosser sur une usine de chevaux avec Mathias, ça a été un vrai bonheur parce que c'était un vrai challenge justement aussi. Et pour un tas de raisons. Mais j'ai pas de préférence particulière, quoi, je veux dire, hormis les commissariats et les salles d'hôpitaux. Peut-être vous aimez bien travailler sur la reconstitution de bureaux ministériels, par exemple. Et ça permet d'aller vers ce qu'avec Lubna on a appelé la partie étude de cas, c'est-à-dire aller dans quelques films comme ça par l'intermédiaire d'images pour que vous nous disiez un petit peu comment vous avez travaillé. Et il y a un film, alors sans les hiérarchiser, mais peut-être un petit peu plus important que les autres, ou en tout cas particulier. C'est l'exercice de l'état de Pierre Scholler dont il était question tout à l'heure, et on va justement, donc c'est 2011 le film de le film de Pierre Scholler, et voilà, il y a quelques images comme ça. Ah bah tiens, déjà Olivier Gourmet, qu'on retrouve aussi dans l'établi. On a bien évidemment les acteurs au premier plan, on a l'arrière-plan qui est dans la zone floue, mais je pense qu'on se fait une idée de l'ambiance et du cadre pour ceux qui n'auraient pas vu le film. Donc là, on est vraiment dans un décor de bureau ministériel. C'est compliqué ? Non, c'est cher. Non, c'est pas compliqué dans la mesure où c'est pareil, en période de repérage avec Pierre, on a été pas mal... On a eu la chance de pouvoir rentrer dans quelques ministères, notamment celui de Borloo à l'époque, où on a un peu vu la façon de travailler des greffiers, de tout le staff, et un peu à quoi ressemblaient des bureaux de directeurs adjoints, de secrétaires, de ministres. Donc après, c'est pas le plus dur parce que c'est presque... C'est un copier-coller. Alors on essaie évidemment d'amener un peu notre patte, mais le style Louis XV ou Louis XVI, on l'a pas réinventé depuis, donc on se sert Et c'est vrai que les ministères, c'est un mélange de ça, c'est un mélange de dorure, et à côté de ça, il y a un halogène tout pourri qui fait une lumière. Donc et des chaises en plastique à côté d'un magnifique fauteuil. Ça Donc ça, c'est des petites choses qu'on saisit en repérage et qu'on reproduit après qu'on interprète, qu'on reproduit dans nos décors.
Et on se demandait assez concrètement avec Nicolas aussi, où est-ce que tu trouves les meubles, comment tu fais quoi pour trouver tout ça? Il y a les meubles comme ça, autant Le Bon Coin est devenu une mine d'or pour pas mal de déco, autant ceux-là on les a pas trouvés sur Le Bon Coin. Non, c'est vrai on travaille avec les antiquaires, il y a de moins en moins, mais il reste des grandes maisons de loueurs sur Paris de cinéma où c'est un peu des cavernes d'Ali Baba. Il y a tous les antiquaires des Puces de Saint-Ouen qui sont aussi maintenant de plus en plus ouverts à la location, donc ça nous permet de louer des belles pièces. Et voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne en fait. Et quand on est en province, effectivement, on travaille aussi avec les antiquaires, les brocanteurs locaux. Et quand on trouve vraiment pas, on descend de Paris du matériel en camion. Autre exemple très différent, c'est le film de Bruno Dumont, réalisé en 2009, donc qui est antérieur au film de Scholler et qui s'appelle Adewish. Alors là, on a affaire à un décor qui est beaucoup plus nu. Ouais, effectivement. Qu'est-ce qu'on travaille sur un décor comme celui-ci? Je crois que l'image parle d'elle-même, quoi. On identifie très précisément le lieu où on est. Qu'est-ce qu'on fait dans un décor comme celui-ci? Il y a peu de choses. Oui, là pour le coup, effectivement, en repérage, on avait tourné, je crois, en Belgique cette séquence, et après on fait de l'ensemblage, c'est-à-dire qu'on accessoirise, on ramène des tables, on ramène de la vaisselle, et puis c'est tout. Je trouve que Bruno est assez minimaliste, donc il y a une des dernières séquences qu'on avait fait dans ce film-là, c'est dans une prison, dans une cellule. Et connaissant, pour avoir un peu pratiqué Bruno, j'avais été assez light dans le décor. Et puis il rentre dans la cellule, il regarde le décor et il enlève juste une carte postale. Et je lui dis, c'est tout? Il me dit, tu vois, ça Jean-Marc, c'est la consécration. Autre exemple qu'on peut prendre, où là on va avoir affaire à un cadre très différent, c'est Les Jeunes Amants. Ah oui. Le film de Karine Tardieu. Alors ça, c'est pas des photos du film, je pense que c'est plutôt des photos de plateau, et c'est intéressant parce qu'on a deux photos qui sont assez proches, quoi, dans leur positionnement, dans le placement des protagonistes. Et ce qu'on voit immédiatement, c'est que ça se déroule dans une maison. En Bretagne. En voilà, et que cette maison, vous l'avez un petit peu réinventée. Oui, en fait, on a fait les extérieurs, on les a fait pas très loin de... Merde. De Vannes? Ouais, non, la pointe de Pinmar, de Pointe de la Torche. Il y a une petite maison un peu dans les dunes, en bord de plage, où on a fait les extérieurs, et les intérieurs, on les a fait au Cap ou Pointe de la Chèvre, je sais plus, dans la baie de Brest. Et on a effectivement, pour le coup, on était chez une gentille dame et on y a un peu tout. Ils ont un peu peur, les gens, quand la déco arrive et quand on leur dit, là on va repeindre, là on va faire ci, là on va faire ça. Ah, mais après on vous remettra comme c'était. Et ils ont toujours un petit moment de doute quand ils voient le travail qu'on peut faire en peinture, en construction et en meublage. Et ils se demandent vraiment s'ils vont retrouver la maison à l'identique après, ce qui est le cas, hein, évidemment. Mais là, voilà, donc effectivement, on avait meublé, patiné un peu toute la maison qui était très mignonne, était en surface, qui était intéressante pour la réalisatrice et pour la chef opératrice, avec des ouvertures aux bons endroits, etc. Pour faire rentrer la lumière notamment et pour le jeu des comédiens. Et après, on travaille, oui, en patine, en peinture et en meublage, et on relook complètement la maison, quoi. Alors il s'avère que je la connais, cette dame qui appartient à la maison, donc c'est pour ça. C'est une parente éloignée, et elle m'avait raconté un petit peu, et elle m'avait dit, oh là là, mais exactement ce que vous venez de dire, quand ils sont arrivés, ils m'ont transformé ma maison, j'avais peur de jamais la retrouver. Et la deuxième remarque qu'elle m'a faite, que je trouve assez jolie, en fait, c'est, mais en fait le cinéma, c'est du faux. On fabrique du faux.
C'est un peu ça le cinéma, et particulièrement le décor. On s'amuse à fabriquer du faux, à créer de l'illusion. Complètement, c'est éphémère. Souvent, les gens veulent du reste, quand on fait des interventions où ils aiment bien, ils disent oh, on aurait bien gardé, on pourrait garder, et on leur dit ouais, mais non, c'est de la feuille décor, c'est du CP, c'est du tasseau, dans 2 ans, ça va gondoler, ça va être pourri, il aurait fallu nous le dire avant, et on aurait pu concevoir le truc en durable, mais là nous c'est éphémère, ouais, le décor par essence même est complètement éphémère. Et justement, qu'est-ce que vous faites après d'un décor éphémère? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben malheureusement, beaucoup de choses partent à la déchetterie. Enfin non, les objets, etc. On essaie enfin on les donne souvent. Enfin le principe veut qu'on puisse revendre des choses à l'équipe. Déjà dans un premier temps, enfin quand c'est des choses intéressantes, quand on achète des canapés ou des choses comme ça. Après, on donne aux Emmaüs ou à des organismes caritatifs. Et souvent, malheureusement, le bois... Alors maintenant, effectivement, dans les grandes villes, se mettent en place de plus en plus de recycleries. Alors, c'est pas non plus toujours simple, parce qu'évidemment, ce sont des bénévoles. Donc souvent, ils sont là que le soir ou en fin de journée. Nous, quand on a travaillé depuis 8h du mat', j'ai un peu honte de dire à mes gars, avec le camion, passer à 19h, déposer 3 tonnes de matériel à la recyclerie. Mais ça, c'est pareil, les lignes bougent. Il y a de plus en plus de recycleries qui sont ouvertes tous les jours, et on essaye, quand c'est intéressant, de leur donner nos morceaux de moquette, nos fenêtres qui ont servi une semaine, enfin des choses comme ça, quand on essaie de participer. Mais bon, là, on a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, ça c'est sûr. On en parlait un petit peu hier soir, parce que du coup, à 17h a lieu une réunion, un échange entre les professionnels de la déco, justement pour réfléchir à des pratiques un peu plus éco-responsables. Et du coup, voilà, je me demandais, toi, dans ton métier, si tu... On l'a en tête. Après, je sais que maintenant, par exemple, quand il y a des nouveaux matériaux qui se recyclent, quand on fait des feuilles décor, plutôt que de prendre du contreplaqué de 5 mm de base, il existe des matériaux qui peuvent se recycler. Mais j'avoue ne pas avoir encore travaillé avec ce type de matériaux. Bon, d'une part parce que quand on fait quelques feuilles, on va vite et on va à ce qu'on sait faire, et on n'a souvent pas assez de temps pour le faire, donc on devrait, c'est sûr, prendre plus la peine de chercher ce qui peut être recyclé, mais on n'a pas toujours les moyens de le faire. Et après, après on travaille beaucoup, là, comme je le disais tout à l'heure, avec le Bon Coin, donc on n'achète pas de neuf déjà, c'est de la seconde main. Je trouve que faut le dire. C'est les prémices. Après, il y a des grandes chaînes aussi. Enfin, on travaille avec... Parce que se pose de plus en plus, ça c'est un truc qui n'est pas souvent évoqué, mais là le projet sur lequel je travaille avec Disney, il y a des problèmes de droit à l'image surtout maintenant. C'est-à-dire que même si on met une pauvre carte postale sur un frigo, il faut savoir si on... Enfin bon, c'est assez pénible. En fait, de se dire tiens, et surtout qu'en plus les droits sont chers. Enfin, s'il y a un fauteuil qu'on aime bien de IMSS ou d'un autre, s'il est dans un organisme qui s'appelle la DHGP, en gros pour le voir à l'image, il faut payer 2900 €, quoi. Donc on peut pas souvent se le permettre. Donc on travaille avec une marque suédoise beaucoup qui elle nous emmerde pas avec les droits. On va aborder l'établi, mais avant cela, je voulais vous poser une question encore pour rester sur le corpus de films sur lesquels vous avez travaillé. Est-ce qu'il y a un film qui, pour une raison ou pour une autre, vous a donné particulièrement du fil à retordre? À part l'établi. Difficile comme ça, c'est une question que je ne me suis pas posée. Il y a eu du fil à retordre, une fois de plus, c'est souvent pour des raisons budgétaires. C'est vrai que je me rappelle que le premier film de Michel Leclerc, Le Nom des gens, où on avait un budget qui était très 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 bas. Donc il a fallu vraiment trouver c'est toujours rigolo de trouver des solutions parce que c'est aussi un challenge et c'est sympa. On l'a fait avec Mathias justement, il n'y a pas si longtemps que ça, mais là c'était vraiment difficile, quoi. C'est en gros
En gros, on n'a pas de canapé, tiens, il est comment ton canapé? Enfin, on vide un peu la maison des uns et des autres. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa quand on est jeune, puis au bout d'un moment, quand tu rentres chez toi après une journée, que tu t'assois sur une pauvre chaise parce que ton canapé est sur le décor, c'est lourd. Mais ça arrive, ouais. Mais on parle de l'établi, on y vient. Mathias, on va vous donner la parole. Merci de votre patience. Juste histoire de recontextualiser peut-être un petit peu le film. Alors je ne sais pas qui parmi vous a vu le film déjà hier soir, mais juste histoire de redire un petit peu ce dont il s'agit, dire d'abord qu'il s'agit d'une adaptation. Oui, c'est un texte documentaire, c'est un récit qui a été scénarisé et qu'on a entraîné vers la fiction. Et donc sur l'action de militants d'extrême gauche dans les années 60. Donc c'est un film historique qui se passe en 1968-1969 et dont la moitié de l'action, les 3/4 de l'action se passe dans une usine de construction automobile. Historiquement, à l'origine, c'est l'usine Panhard-Levasseur de Choisy qui avait été rachetée par Citroën dans les dernières années. Donc c'était une des premières usines automobiles de France. C'était une usine assez vétuste, petite et vétuste, et qui fabriquait donc, lorsque le personnage écrit son récit, enfin lorsque le personnage vit les actions décrites dans son récit, qui fabriquait des 2 chevaux. Voilà. Quelles ont été les premières discussions engagées entre vous deux sur les décors? Comment s'est établi le dialogue? On a été en repérage justement un peu dans différentes régions, enfin notamment en Auvergne et en Lot-et-Garonne, et on a vu un bon paquet d'usines désaffectées ou partiellement désaffectées. Et on a opéré par sélection, celle-là non, et au final il y a une shortlist et on avait deux usines qui nous plaisaient bien et Mathias a tranché pour aller sur celle de Michelin, dans laquelle il se sentait plus à l'aise. Et moi franchement j'avais pas de mal ni avec celle-là ni avec l'autre, donc on est parti sur celle-là. Jean-Marc, vous avez lu le livre? Vous aviez besoin de vous y mettre dans le livre ou ça vous semblait pas indispensable? Pour être honnête, je l'ai commencé mais je l'ai pas fini. Voilà. Mais tu avais lu le scénario, surtout. Mais j'avais lu le scénario, et un paquet de fois. On va peut-être... tu nous as envoyé des photos aussi de la déco, et ça donne un peu un bon aperçu de comment tout ça prend vie et un peu les différentes étapes. Au niveau de la reconstitution de l'usine, concrètement, comment s'est passé le travail? Combien de temps ça a pris? Combien de personnes ont travaillé au décor de l'usine? Là, donc c'est effectivement c'est un des bâtiments, une des friches de Michelin là à Clermont, qui leur sert justement de lieu de stockage pour des machines qu'ils envoient un peu aux 4 coins du monde pour remplacer des pièces défectueuses. La plus légère doit peser au moins 600 kilos, je pense. Et donc c'est plein de caisses en bois, c'est une année comme ça, voilà. Et à partir de là, on s'est dit avec Mathias qu'on pouvait, en termes de distance, en termes de timing pour la mise en scène, on avait matière à construire notre chaîne de chevaux dans cette grande allée. Et c'est ce qu'on a fait. Sur cette photo-là, on voit un de nos drames. En petit à gauche. Enfin, il y a une chose, je signale 2 choses. D'abord, sur la photo précédente, que en fait, la lumière est très insuffisante, oui. Et donc on a du tout rééclairer. Et sur la photo d'après, on voit le petit bureau de Nipodalides, qui en fait, on nous a interdit de tourner dedans parce que c'était fourré à l'amiante sans doute. Et donc en fait, Jean-Marc a reconstruit exactement le même devant, quoi. Il a été obligé de... On avait plein de locaux qu'on aimait beaucoup, des vestiaires, des trucs comme ça, il a fallu les refaire. C'est ce bureau-là. Voilà, donc il est construit juste devant. On y reviendra. Ouais. Alors, vous nous avez envoyé effectivement une bonne quantité de photographies, et c'est marrant comment étaient classés les dossiers, parce qu'il y avait, voilà, au début, ensuite, puis,
Et enfin, voilà. C'est un peu ça en fait, le travail de la déco finalement. Ça illustre. Pardon. Et Jean-Marc me les envoyait au fur et à mesure parce qu'on était déjà en tournage. En fait, C'est vrai, ouais. on a, Vous étiez agent, à partir du moment où on a commencé la prépa, on savait que. D'abord, je dois dire qu'on s'est dit qu'on allait mettre tout le budget sur cette usine et que tout ce qui était hors usine, on ferait à minima. Et on savait qu'on devait tourner sur 2 régions, donc on a décidé de tourner l'usine chez Michelin à Clermont-Ferrand et tout le reste à Agen, donc les appartements. Et Jean-Marc a dès le début dit on va tourner à Agen d'abord, comme ça nous laissera du temps pour travailler. Et je me souviens que plus on avançait, plus la directrice de production a dit mais on ne peut pas inverser Agen. Je ne sais plus pourquoi elle voulait inverser, et Jean-Marc a dit c'est pas possible. Et effectivement, le décor de l'usine a été vraiment prêt la veille du tournage. Il a fallu vraiment beaucoup de temps pour faire ce travail, et il m'envoyait des photos, je pense pour me rassurer, alors que moi je n'étais pas du tout inquiet, mais j'étais très content de voir ces avant-après. Et combien de temps ça a duré, du coup, toute la construction La construction sur site, on a été 5 semaines à peu près en amont. Mais on a donc construit les cloisons qu'on voit dans le film, enfin les espèces de paravents verts qu'on a un peu. On a effectivement dépouillé pas mal d'usines alentours de machines-outils. On a fabriqué la chaîne sur laquelle roulent les 2 chevaux. On a fabriqué la balancelle sur laquelle tournent les portes que Robert décroche. Là, on voit les paravents qu'il a fait. Voilà. Parce qu'en fait, il y a quand même un truc, c'est que moi, je croyais qu'on allait tourner avec les machines de chez Michelin et les caisses en bois qu'on voyait. Je me disais, ça me va très bien. Et en fait, Jean-Marc, je pense que Jean-Marc a un vrai sens de la direction artistique et de l'ensemble. Et donc, ça lui semblait pas possible de travailler avec des machines modernes bleues. Ça lui semblait pas possible. Ces caisses en bois, c'était trop anecdotique. Et donc, il a trouvé... mais vraiment sans qu'on en... Enfin, il m'en a parlé, mais je pense qu'il a conçu ça sans moi. Ce système de grands paravents verts qui ont donné une unité à un espace qui est quand même une friche industrielle et qui ont représenté aussi une masse de travail très impressionnante. Et ça a servi à cloisonner l'espace, à fermer cet espace qui était immense et qu'on ne pouvait pas éclairer entièrement, et à donner une unité graphique aussi. Je rebondis sur cette expression que vous avez utilisée, la notion de direction artistique. Autant elle est existante dans le cinéma américain notamment, mais dans le cinéma français, on l'utilise peu, la direction artistique. On l'imagine plutôt adaptée à la presse, à d'autres choses, mais moins au cinéma. Sur IMDb, ma référence, vous êtes identifié parfois comme chef décorateur, parfois comme directeur artistique, parfois comme architecte. C'est IMDb, c'est une vision américaine des choses. Cette notion de direction artistique, elle vous convient ? Oui et non, parce que dans la mesure où après, moi sur le plateau, il y a un tas de paramètres qui entrent en compte, et autant on travaille en prépa dessus. Après, les costumes jouent leur partition, la lumière joue sa partition, et c'est vrai que c'est des choses qu'on parle, on en parle en amont, mais il y a pas. Enfin, en l'occurrence, sur les différents projets sur lesquels j'ai travaillé, c'est collégial, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il y a le réalisateur, le chef-op, le costumier, le chef déco, mais il n'y en a pas un qui a l'étiquette de directeur artistique par rapport aux autres. Enfin, j'ai pas le sentiment, en tout cas, c'est pas. Moi, je suis d'accord, c'est collégial, mais c'est important, en fait. Et je pense que ce moment et d'avoir cette conception-là, et alors après, je peux parler que de mes films. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose à faire sur un film, c'est-à-dire le temps avant le tournage pour que les costumes, les décors, la lumière soient sur la même longueur d'onde, essayent les choses ensemble, voient les couleurs. Je sais qu'il n'y a pas forcément de décision consciente, arbitraire, etc. Mais je sais que par exemple Jean-Marc, il voit ce que fait, il surveille tout le temps ce que fait le chef opérateur, il surveille tout le temps ce que fait la chef déco. Et je suis quasi sûr que quand tu choisis tes décors en fonction des costumes, par exemple. Oui, bien sûr, mais avec les couleurs, Claire, en l'occurrence, on en a beaucoup parlé. Enfin, la tenue des contremaîtres, des ouvriers, enfin, et avec la couleur des 2 chevaux. Enfin, ça, c'est des choses qu'on a évoquées en amont. Ouais. On n'est pas. On avait choisi la couleur des 2 chevaux, on avait choisi la couleur des costumes, et le chef opérateur va passer tout
dans sa caméra pour choisir ses lumières. Il va faire des essais où il va filmer la peinture avant qu'elle soit posée sur les paravents pour être sûr que c'est la bonne, etc. Donc c'est un luxe, c'est un luxe, mais je pense que ça emmène le film, en tout cas un film de fiction, ou de fiction pas complètement naturaliste, ça emmène un film à un degré supplémentaire de stylisation, quoi. Et une expérience qu'on a évoquée justement hier en parlant comme ça avec Mathias, c'est faire un film en noir et blanc. On se demande vraiment, enfin moi je me demandais vraiment, et Mathias aussi, comment aller rendre un peu les oranges, les rouges, les jaunes un peu plus vifs, un peu, enfin comment, c'est une chose que j'ai jamais travaillé et ça serait intéressant de travailler ça. Et effectivement, si d'aventure ça se faisait, il y aurait un travail à faire avant en essai caméra et matériaux et matières énorme, parce que on ne sait pas du tout comment, si ce bleu-là va réagir, être plutôt clair, plutôt foncé. Enfin, c'est un travail qui est intriguant en tout cas. Et par rapport justement aux appartements, enfin l'appartement de Robert, l'appartement bourgeois et tout ça, donc tout le budget est passé dans l'usine. Et vous disiez hier que du coup... Au début. Au début, voilà. Et finalement, Jean-Marc a apporté un peu ça. J'ai raconté ça dans ton dos. J'ai dit que au départ, en fait, le budget a un peu augmenté au fur et à mesure de la préparation parce que la production a trouvé de l'argent supplémentaire. Et au tout début, on s'est dit on met tout dans l'usine et donc on arrive à Agen et on a trouvé un appartement qui avait une déco des années intemporel. Voilà, on cherchait un temporel et on s'est dit on touche à rien, quoi. Et puis la veille du tournage, j'arrive et Jean-Marc avait tout refait. Et il a dit ouais, je préfère ça comme ça. Non, mais je me suis pas posé la question du budget. D'ailleurs, je n'ai jamais demandé ce que ça lui avait coûté de changer toute la décoration. Mais je pense qu'il avait besoin d'être chez lui. Et il avait besoin. Après, c'est ça. On a un peu besoin dans la mesure où justement on s'invente un peu la vie de nos personnages en amont. Après, on s'aperçoit que le décor tel qu'il est, ça colle pas vraiment. Si, il y avait vraiment une bonne base, mais effectivement, on a ramené des choses un peu plus typées sans être effectivement trop carte postale, mais des canapés, des lampes, des choses comme ça qui étaient. C'est ce que disait hier Mathias. C'est vrai que les années 60, c'est pas un catalogue. Enfin, dans les années 60, les gens avaient encore des choses des années 40, 50. Il n'y avait pas forcément donc c'est un peu cette démarche qu'on essaie d'avoir sur les trucs, sur les décors un peu d'époque. Mais finalement c'est pas l'appartement. Enfin, pour le coup, l'appartement mais il y a le café qu'on a bien aussi refait de A à Z finalement. Enfin, il y a des petits décors comme ça qui ça c'est le grand argument des directeurs de production. Ça c'est non, mais ça va être un décor clé en main. Mais ça n'existe pas un décor clé en main. Parce que évidemment au début oui peut-être, mais après le réalisateur et le chef-op vont commencer à découper. Et puis finalement non, là le mur là il est trop blanc, là la fenêtre elle est pas au bon endroit. Enfin voilà, ça me fait toujours rire quand un directeur de production te dit non mais ça va être un décor clé en main, Jean-Marc, ça va rien coûter. Et puis ça coûte. Et d'ailleurs tu m'as dit sur ce café, parce que c'est le café qu'on a trouvé en dernier. Le café c'est le café où il rencontre Olivier Gourmet et où après il y a les réunions dans la cave. Où se fomente la révolution. Voilà, où se fomente la révolution. Et en fait, on s'est dit, un café années 60, ça va être simple à trouver, ou en tout cas à Agen, c'était plus facile qu'ailleurs, parce qu'il y avait plein de cafés qui étaient parfaits, pas refaits. Donc c'était ça, trouver un café dans son jus, clé en main. Et en fait, il y avait tellement de paramètres, c'est-à-dire qu'il y avait des scènes devant le café, dans le sous-sol du café. Et on n'a jamais trouvé le café parfait et on a mis très longtemps à le chercher. Et finalement, on a été obligé de découper en deux, c'est-à-dire devant le café et le café, ça c'est le même lieu. La cave, c'est ailleurs. Et Jean-Marc a refait entièrement le café. Donc effectivement, ça a été 2 décors au lieu d'un. Et énormément de travail sur le café du dessus, sur la cave aussi d'ailleurs. Il y a eu du travail. Mais bon, c'était nu. Mais le café, oui, on a repeint, on a fait, on a habillé le comptoir qui est très, très années 90, enfin des choses comme ça. Après, c'est rigolo, mais c'est pas du clé en main, quoi. Et on en a vu beaucoup. Et on en a vu beaucoup, ouais. On en a vu un magnifique dont tu n'as pas voulu. On se serait cru chez Amélie Poulain. Je sais pas si tu te souviens. Un peu, ouais. On peut retourner à l'usine si vous voulez. On a vu la phase au début, on a vu la phase ensuite, et maintenant c'est la phase 3, la phase puis, où là on commence à être presque dans le réel du tournage. Ça c'est la chaîne justement, c'est le support de la construction de la chaîne. Ouais.
Donc, ça, c'est du pur acier. Hein. J'ai des collègues qui ont pas compté leur sueur et les poussières d'acier qu'ils ont dû avaler. Mais c'était un beau bébé à construire ça. Ouais. Donc là, on est toujours dans le même... Et puis les voitures arrivent. Moi, je me dis que... Les voitures sont montées sur des chariots qui ont été soudés aussi pour Être pour avoir les roues qui touchent pas. Ouais, pour que effectivement ça coulisse, que ça soit au-dessus. On pouvait les pousser à la main sur la chaîne. Est-ce que c'était le plus difficile, les voitures, dans ce souci de véracité, de plausibilité? J'ai juste commenté ce petit, ce petit praticable. Non, parce que ça, c'est un élément très intéressant de décoration qui a été apporté par Jean-Marc à la fin. Voilà, c'était pas du tout prévu dans le scénario ni rien, mais il y a eu des discussions assez longues sur la hauteur de cette chaîne, c'est-à-dire est-ce qu'il fallait... Il y a deux cas dans les usines automobiles, soit la chaîne est au sol, soit elle est un peu en hauteur, et au départ Jean-Marc était parti plutôt pour de la hauteur, parce que c'était beau de voir les ouvriers debout travailler un peu en hauteur. Et moi j'ai eu peur que ça pose des problèmes de cadre. C'est-à-dire de devoir tout le temps filmer en contre-plongée ou d'avoir juste des visages et les voitures trop hautes. Donc, on a vraiment beaucoup discuté là-dessus et finalement, on a opté sur cette chaîne qui est basse. Mais il m'a suggéré de faire un praticable justement sur la fin, c'est-à-dire pour la vérification de la dernière voiture avant qu'elle sorte, sur un praticable sur la fin. Donc, les voitures terminent par une position haute, justement, cette position haute à laquelle on avait renoncé. Et en fait, je crois qu'il s'est beaucoup demandé pendant tout le tournage si j'allais m'en servir. Non, tu m'as dit que tu t'en servirais pas. À un moment donné, que c'était bien, mais que a priori, tu n'aurais pas de... Mais voilà, mais en même temps, j'ai eu la surprise de découvrir hier qu'en fait, on s'en est servi puisqu'on voit les deux chevaux qui partent. Voilà, en fait, c'est un espèce de défi. Et moi, ça m'ennuie de ne pas me servir d'une suggestion de décor et de mise en scène, en fait. Et donc, il y a deux plans dans le film où on le voit, et je les trouve très beaux à cause de ça. Pas parce qu'on se sert ou pas parce que c'est Jean-Marc, mais si, enfin, c'est quelque chose qui n'est pas prévu. C'est la scène pendant la grève. On les voit essayer de l'arrêter, puis elle part quand même. Et puis quand Primo s'en va avec une voiture volée, on voit très bien qu'elle est plus haute que les autres et qu'ils la font glisser sur une espèce de rampe. Et voilà, ces deux plans, c'est pas tout le film, mais ça donne quelque chose de vie, de réel et qui est faite dans le dialogue, dans l'envie et dans les lieux, quoi. Oui, donc je reprends ce que je disais tout à l'heure. Moi, je faisais l'hypothèse en voyant le film que les voitures, à proprement parler, c'était l'élément peut-être pour lequel vous aviez été le plus soucieux du détail, pour que ça fasse vrai. Sachant que des spectateurs vous diront oui, mais là c'était pas tel modèle de boulon, c'était pas telle épaisseur de vitre, ça vous y aurait droit et vous le savez. Mais est-ce que les voitures avaient le plus nettement votre attention pendant la construction du décor? Oui, clairement, ça a été de trouver les pièces de trouver le matériel déjà pour ne trouver que 6, 7, 8 personnes qui sont prêtes à louer leur voiture, sachant qu'elle va être complètement désossée et en monter après. Et sachant que c'est des voitures de collection et que c'est un peu leur troisième enfant, souvent, il a fallu être super diplomate et avoir des super bons mécanos avec nous pour pouvoir s'en sortir indemne au final. Non, mais les voitures, ouais, ça a été notre dossier à la déco, ça a été notre dossier, c'est sûr. On voit sur la photo autre chose que l'équipe déco a faite, c'est l'éclairage, en fait. On a vu tout à l'heure que c'était sombre. Alors, très fier de... Là, tout en haut, au milieu, juste, on le voit pas parce que mais il y a la rampe technique de l'éclairage. Alors ça, c'est pas la déco, je pense que c'est les électros. Donc il y a des panneaux de LED qui ont été installés vraiment juste au-dessus de la 2 chevaux. Mais ce qu'a construit la déco, et ça c'est moi une chose à laquelle qui me fait très envie et que j'essaye de faire au maximum, c'est-à-dire un éclairage qui est dans le décor. Et donc ça c'est une suggestion de Jean-Marc. Il a fait construire cette rampe de néon qu'on voit sur les bords. On voit les deux côtés là, on voit des piliers qui tiennent. Je sais pas si c'est clair, oui, il me semble. Des portiques métalliques et chacun a une structure néon. On avait trouvé pareil en chinant sur le bon coin tout un lot de vieilles suspensions néon de garage et on s'en est servi pour ça. Voilà, c'était des nécessités techniques, puisque effectivement, comme on l'a vu sur les premières photos, le hangar était trop sombre.
Et ça s'inspirait d'images d'archives où on voit les couloirs de vérification des 2 chevaux qui sont très éclairés pour pouvoir vérifier les détails des carrosseries. Et on s'était dit, bah, tiens, on va faire ça sur la chaîne. Et c'était quand même aussi du boulot, parce que si vous avez récupéré les néons, il a fallu quand même faire toutes les structures acier aussi autour de... Et d'ailleurs, quelles a été un peu vos sources d'inspiration ou objets de recherche pour reconstituer un peu tout ça? Bah, la documentation, je l'ai dit, c'était le film de Louis Malle qui s'appelle Humain trop humain, où on voit la fabrication des voitures. Donc sur la voiture, c'était ça. Mais ça se passait donc, le film de Louis Malle se passe à la Jeannet, à Rennes justement. Mais c'est une usine moderne, alors que Panhard était une usine un peu vétuste. Après, on a récolté sur Internet des tonnes de photos d'archives, de photos d'amateurs, voilà. Donc, Il y a un dernier dossier d'images qui s'intitule Logiquement et enfin, et qui là va vers la version finale, plus ou moins finale, je pense, du décor. On est déjà dans le film là. Ouais. Il y a une photo aussi où il y a un peu tous les figurants autour, non? Alors, je l'ai passé en revue comme ça. alors, ils ont fait un truc, ça c'est un autre décor, on pourra en parler tout à l'heure, si on revient juste sur la chaîne. Enfin bon, j'allais juste dire, Voilà. ils avaient même fait un système électrique d'avancée des voitures, en fait. La chaîne était électrifiée. Et pour le tournage, on a laissé tomber. Et à chaque fois, c'est les Reapers qui poussent les voitures, parce qu'on voulait pouvoir moduler vraiment la vitesse. Et même plan par plan, au fur et à mesure. Donc la vitesse des voitures est toujours calée en fonction du tournage. Et c'était plus silencieux aussi. Voilà. Et là, on voit que les acteurs sont présents, parce qu'on aperçoit Swan Arlo à gauche. Donc, c'est quoi ça, ça précède une prise? C'est quoi exactement comme moment, ça? Oui, je pense qu'on est en répétition, là, parce que je vois qu'il y a un peu des costumières aussi autour. Mais je pense que c'est une répétition avant une prise, ouais, effectivement. Et vous disiez hier que... Ça, c'est l'air, pardon, dubitatif. Vous n'arrivez pas trop Non, j'arrive pas à situer. En fait, on voit des figurants sur la partie gauche uniquement, donc je pense que c'est très serré autour de Swan, parce qu'on voit pas derrière lui. De l'autre côté, on voit pas la caméra non plus. Donc on voit pas la caméra. Je pense que la caméra est avec nous. C'était peut-être aussi quand on a fait les répétitions, justement, un peu la veille du tournage, où on a fait un peu des mécaniques. Mais il y a les maquilleuses. Il y a les maquilleuses. Oui, c'est vrai, exact. Oui, parce que vous disiez hier que les figurants avaient été formés pendant une journée au mouvement, en fait, des ouvriers et ouvrières. Bah, moi, c'était vraiment une de mes grosses angoisses, mais Jean-Marc avait l'air très confiant, c'est qu'en fait, il allait falloir travailler sur ces voitures, donc et les figurants et les comédiens allaient devoir manipuler des outils, et je me suis dit, oh là là, si on fait semblant, si ça a l'air trop mimé, ça va être sinistre, quoi. Donc on a prévu la veille une journée de formation des figurants avec il y avait des gens il y avait des gens de la déco, et les gens de la déco aussi, c'était des vrais passionnés de voitures, et c'est ça qui a permis les choses possibles. C'est-à-dire c'est notamment Marc on l'a même embauché comme figurant, il avait construit le décor, etc., mais on l'a embauché sur le tournage, sur la totalité du tournage, pour justement, je dirais, la gestion mécanique du décor, quoi. Et ça a permis d'avancer à une vitesse. Vraiment, ça a été extraordinaire, quoi. Et puis, il y avait quelques figurants qui s'y connaissaient aussi, donc on les mettait beaucoup à l'avant-plan. Mais c'est sûr que c'est dommage d'avoir un décor comme ça et des gens qui jouent au Lego, quoi. Il fallait que tout soit crédible. Donc effectivement, Swan, il pouvait ne pas connaître parce qu'on découvrait avec lui. Donc c'était plutôt bien qu'il garde sa maladresse. Mais Malek Lamraoui, qui joue Ali, par exemple, il est censé avoir fait ce geste des milliers de fois. Et j'ai raconté hier que Raphaël Rousseau, qui joue Sacha, avec les compteurs de vitesse, elle savait que la scène où on l'a décrit au travail arrivait assez tard, dans les 3 semaines. Il y a eu donc 15 jours de tournage en usine, c'est-à-dire 3 semaines, 3 fois 5 jours. Elle savait que ça arrivait tard, et donc, dès qu'elle ne tournait pas et qu'elle était sur le plateau, elle emmenait ses copines figurantes pseudo-yougoslaves, et elle s'entraînait à visser et dévisser pour que ça ait l'air naturel et rapide, quoi. Et c'est vrai que dans le film, on se dit, tiens, c'est normal. Et on n'imagine pas le boulot que c'est pour une comédienne de faire croire ça, quoi. Pour la petite anecdote, Raphaël Rousseau est issu de l'école du TNB à Rennes. Et alors, peut-être parmi les dernières images qu'on va voir, parce que malheureusement l'heure tourne, donc on va bientôt vous laisser la parole, ce sont des images où là, ça y est, pour de bon, on l'a vu déjà, on est dans le film, quoi. Là, on est vraiment dans le film.
Donc on voit le Ça, c'est 100% construit. Hein, donc voilà ça le n'existait pas. résultat, ce que ça rend à l'écran, où nous sommes véritablement dans le film. Et ça me permet de vous poser une question à tous les deux que je vous ai déjà posée hier soir après la projection du film, parce que vous découvriez le film sur grand écran. Donc c'était une configuration vraiment intéressante. Et quand je vous ai demandé voilà, ce que vous pensiez du film, etc., vous m'avez dit que, mais c'est toujours le cas, il n'y a pas assez de plans larges. Forcément, un décorateur va dire qu'il n'y a pas assez de plans larges, et puis un acteur va dire qu'il n'y a pas assez de gros plans. C'est ça, voilà. Mais ce que je me demandais, c'est parce qu'on voyait quand vous étiez sur scène que vous débriefiez tout de suite. Alors ce que je me demande, c'est est-ce que vous avez passé la nuit au bar à faire le point sur le film, ce qui va pas, ou est-ce qu'il y a un dialogue qui se prolonge après le film? Pas forcément, enfin pas forcément. En plus, c'est ce que disait moi Mathias. Les films sur lesquels on a travaillé, c'est très très dur d'avoir de la distance et d'analyser le film. Effectivement, on voit avec l'œil d'un déco, on voit un peu tout ce qui a merdé. Mais tout ce qui allait bien aussi. Aussi, Rien n'a merdé, non, Jean-Marc. non, si, c'est des petits détails, qu'effectivement, je pense que seule l'équipe déco verra, et je vous le dirai pas, comme ça vous saurez pas, mais après, non, on débriefe pas plus que ça. Et puis là, c'est vrai que à chaud, je sais que j'ai aimé le film, mais je sais même pas trop pourquoi, quoi. Est-ce que c'est parce qu'on a mouillé la chemise tous ensemble sur une aventure qui était belle, ou est-ce que c'était vraiment, ou est-ce qu'il y a vraiment, enfin, moi, j'aurais besoin de le revoir pour me faire une opinion plus cinématographique. On a une fierté commune, je pense aussi, d'avoir travaillé quand même sur un projet. Ouais, bien sûr, bien sûr, du début à la tout à fait. fin, et qui Carrément, existe. ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que, enfin, quand on s'est parlé la première fois sur le projet, c'est-à-dire quand j'ai appelé Jean-Marc, qu'on avait eu l'avance sur recette, on en avait envie, mais bon, voilà, on sait que c'est une montagne à gravir quand même, Ouais, quoi. c'est ça, Et on est content d'être de l'autre côté, voilà. Ouais, exactement. Et ta première assistante déco, c'est Clotilde. Ouais, c'est Lourdes, Clotilde, ouais. avec qui tu as travaillé pratiquement sur, enfin en tout cas de très nombreux films. Ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble, effectivement. Ouais. Comment se passe le travail avec elle et comment se départage un peu le travail? Bah, je sais même pas comment l'analyser. Je sais que c'est une vieille complicité, c'est une amitié aussi, bien sûr. Et je sais pas, on est complémentaires, mais je pense c'est un peu c'est un peu comme avec un réalisateur. On a une espèce de ping-pong, on a un échange, et l'un va faire rebondir l'autre vers autre chose, qui va lui-même le faire rebondir. Et je pense qu'avec Clotilde, c'est un peu la même chose. C'est un peu je proposais un truc, elle va me dire autre chose, elle va me dire le contraire. Si je suis bien luné, je vais dire ouais, c'est bonne idée. Si je suis mal luné, je dis non, ça c'est pourri. Enfin, mais non, après, je pense qu'elle est plus carrée que moi, donc moi je pouvais être un peu plus dispersé. Donc je sais pas comment expliquer. Enfin, on travaille ensemble depuis très longtemps et ça fonctionne. Après, je me suis jamais trop posé plus de questions que ça. Et c'est le deuxième film que vous faites ensemble. Tu as aussi fait pratiquement tous les films de Karine Tardieu. Ouais. Il y a une espèce de fidélité. Oui. Écoutez, c'est bien dans ce métier, c'est pas si commun, mais c'est agréable. C'est pareil, je pense que quand on travaille, alors on a parlé déjà, travailler avec des gens différents, c'est très nourrissant, c'est très bien. En même temps, travailler avec des gens avec qui ça se passe bien, aussi bien pour un réalisateur avec un décorateur. Enfin, je pense qu'un décorateur avec son équipe, c'est quand on se connaît bien et que ça fonctionne bien, c'est tout bonus pour tout le monde. Donc c'est vrai qu'on n'a pas, c'est pas forcément toujours le cas parce que les gens sont des fois sur d'autres projets et justement quand tu travailles avec d'autres gens, de toute façon c'est enrichissant parce que c'est des rencontres, c'est la base de ce métier-là. Je crois que c'est justement des rencontres à tous les niveaux et quand elles se passent bien. C'est bien, et quand elle se passe mal, c'est pas très grave parce que justement on sait qu'on va pas passer 30 ans de vie avec ces personnes. C'est que dans 4 mois, au pire, on passe à autre chose, et puis ça, ça nous évite trop d'aigreurs. Et le fait que vous ayez fait un deuxième film ensemble, est-ce que ça a facilité le travail entre vous, le dialogue Je pense que oui, mais je ne saurais pas dire comment. Pareil.
Moi, je pense que c'est de travailler avec quelqu'un avec qui j'ai confiance, quoi. C'est-à-dire, je me dis, je sais que, enfin, c'est très trivial de dire ça, mais je sais que avec Jean-Marc, le décor sera livré, quoi. Qu'on va avancer et que je vais pas arriver dans un endroit, il va pas me dire ah j'ai pas fini, ou qu'il va pas vouloir tirer la couverture à soi, et puis qu'il va avoir un sens esthétique à lui aussi. C'est-à-dire, je pense que quand on réalise, c'est important de. J'en ai parlé un tout petit peu hier, mais je pense que c'est important de faire les films avec qui est là, quoi. Je ferai pas le même film avec je ferai pas le même film avec un autre chef opérateur, un autre chef décorateur et un autre costumier. Je pense qu'ils apportent des choses, et même si je me dis tiens c'était pas mon idée, tiens c'était pas mon truc, voilà, les portes sont ouvertes et le film il prend l'image des gens qui l'ont fait. Et c'est sûr que bah voilà, je connais Jean-Marc, je sais ce qu'il fait et je me dis je sais que ça va me plaire. Voilà, je sais pas ce qu'il va vouloir faire, je sais pas vers où il va aller. Et on parlait de direction artistique et il disait c'est du ping-pong. Et c'est vrai qu'en fait, je dirais, les voies de la direction artistique sont impénétrables, quoi. On essaie de trouver quelque chose de cohérent, mais le chemin, on ne sait pas lequel on prend, ça met du temps, mais au fur et à mesure, on précise, on affine et on se dit, bon, ok, là, on a quelque chose qui nous plaît. Et pour moi, c'est vraiment une question de personne, d'univers personnel, et d'arriver à cheminer tous ensemble vers un truc qui nous plaît tous. Voilà. Il nous reste malheureusement peu de temps désormais, donc est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Moi, j'avais une question sur le. Si, il y a une question okay. là-bas. Une question rapide sur le nombre de personnes qui ont travaillé sur le décor, peut-être, en amont et en aval, et pendant. C'était la question ? Ah, ouais, l'équipe déco, comme on était, c'est ce que je disais hier, comme on était quand même sur deux spots différents, Agen et Clermont, on a dû être au plus fort une grosse vingtaine, 20-25 personnes à la déco. Après, quand on est passé sur Clermont, on était une petite douzaine. Et moi, ma question, c'est bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler sur des palettes de couleurs, parce que vous n'en avez pas parlé? Ouais. Enfin, c'est vrai que par goût, j'ai tendance, genre, je parlais tout à l'heure de Nicolas de Staël, de ses bleus gris, des choses comme ça. On travaille aussi surtout sur les couleurs chaudes, enfin des ocres, des beiges, des briques. Enfin, je suis pas. Je serais pas à l'aise avec le cinéma d'Almodovar, par exemple, avec des rouges vifs, des jaunes, des verts. C'est pas trop ma came, si j'ose dire. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que c'est une conversation que vous avez? Vous mettez en place des palettes de couleurs avec les réalisateurs? Ça peut arriver, ce qu'on appelle des mood boards, un peu comme ça. Effectivement, on fait un peu oui, effectivement, des déclinaisons de couleurs pour tel personnage. On a un peu des camailleux qu'on met en place en fonction des décors qu'on a à faire et de ce qu'on veut y raconter. Ouais. Et de la façon aussi, si on est en séquence jour, en séquence nuit, il y a un peu des incidences aussi comme ça qui entrent en compte. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Je ne peux pas penser qu'on ait été exhaustif. Donc je me dis que oui. Un petit peu plus haut, il y a une question. Bonjour. Tout à l'heure, on a parlé un peu avec la notion du son. Je voulais savoir si vous étiez en discussion avant avec le réal par rapport à la bande son et en fonction de ça, si votre décor ou votre approche du décor pouvait varier selon la donnée qui allait être faite sonore à l'image. Écoutez, je vais être assez laconique, mais non. En fait, on m'a jamais sollicité par rapport. Et je pense qu'au moment où nous on fabrique le film, je suis pas, ça c'est Mathias qui pourra nous le dire, si la BO est déjà en place dans la tête d'un réalisateur ou si elle se met en place après lors du montage. En ce qui nous j'ai envie de répondre la même chose que Jean-Marc. Après, en ce qui me concerne et dans ma collaboration avec le compositeur, j'ai la BO dans la tête avant le film, enfin en tout cas des maquettes. Après, je pense que ça n'influe pas directement sur la déco. Après, on pourrait dire que ça fait partie de la direction artistique, et effectivement, mais j'ai pas encore eu un moment où je me suis dit tiens, la musique va pas du tout avec le décor, quoi. Mais en revanche, si, il y a quand même des prises en compte assez importantes de son. Par exemple, là,
en fait, quand on tourne une usine comme ça, on la tourne dans le silence, quoi, hein, et il faut l'imaginer avec beaucoup de bruit. Et inversement, il y avait des outils qui faisaient beaucoup de bruit qu'il a fallu faire taire pour le moment du tournage. Et en même temps, il faut savoir que ce qu'on voit est envahi de son. Donc, il y a quand même effectivement un imaginaire sonore à avoir sur ce décor, quoi. Et même toi, en fait, tu le sais que tu vas chercher des machines qui font du bruit, quoi. D'autres questions ou remarques? Je n'ai pas l'impression. Si, pardon. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a des voyages, en fait, quand on parlait de se nourrir justement des moments où on arrête de faire des films pour faire autre chose, aussi pour sortir un peu la tête d'un guidon et de partir, est-ce qu'il y a un voyage ou un moment justement d'être parti aussi, d'être un peu cet exilé ailleurs qui permet ou qui vous a permis de revenir en disant ça y est, je suis regonflé aussi de plein de... Oh bah, à chaque fois qu'on fait des breaks, on est regonflé, mais après, mais c'est vrai que tout voyage, que ce soit à Thiers ou à Hanoï, ça me nourrit, quoi. À chaque fois, il y a des petites choses dans la rue, des idées à glaner à droite à gauche, mais c'est un peu n'importe où. Mais ça, c'est pas que à l'étranger. Non, pas du tout. Quel endroit Ouais, complètement. Ça peut être en visitant une ruine ou une baraque en ruine dans un trou perdu, on peut trouver un truc qui va nous inspirer pour un truc, pour quelque chose après. Et est-ce que du coup, ça me rebondit sur cette question, est-ce que l'utilisation du téléphone qu'on a tout le temps partout, dont on parlait tout à l'heure dans les références, où on est capable de prendre tout en photo, permet d'avoir une banque d'archives en fait, qui soit beaucoup plus exhaustive aujourd'hui que le temps où on était en pellicule, il fallait développer. Ça c'est clair que ça nous aide. Enfin, entre le téléphone portable et Internet, il y a je me rappelle, avant, bon, c'était pas au Moyen-Âge, hein, mais on avait fait justement avec Clotilde un projet qui s'est pas fait pour une série, un remake de Caroline Chéry ou je sais plus quoi, et on allait dans les bibliothèques historiques de Paris ou dans les musées à Carnavalet pour voir un peu comment étaient les marchés au 18e, des choses comme ça. Maintenant, en 3 clics, on a la même info, quoi. Juste cette question sur les voyages me permet de vous demander, sauf erreur de ma part, vous avez travaillé pour le cinéma français exclusivement ou très majoritairement. Vous avez peu ou pas travaillé pour le cinéma étranger? Non, français, ouais, absolument. Ouais. J'ai jamais été sollicité, à dire vrai, mais non. Ça viendra peut-être. Ouais. Oui. Bonjour. Bonjour. C'était par rapport du coup au décor, du coup parce qu'il y a une partie du décor qui est moins fonctionnelle. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes en lien avec quel département pour des parties de décor qui sont vraiment aussi, là on l'a vu qui sont aussi très fonctionnelles et qui du coup qui doivent être solides puisque du coup il y a une mécanique. C'était pour savoir s'il y avait une proportion souvent sur les décors, s'il y en a une entre ces deux types de décors. Non, pas vraiment. Enfin, les gens qui travaillent, qui sont ce qu'on appelle des constructeurs ou des serruriers dans une équipe déco, donc qui travaillent ou le bois ou la ferraille, le métal, sont très compétents aussi en termes de normes de sécurité. Alors effectivement, quand il y a des choses un peu pointues, qu'on travaille sur des toits, c'est même pas la déco, c'est plutôt la production. On fait intervenir des bureaux d'études pour savoir si la toiture ou tel truc va supporter le poids de 50 personnes, des choses comme ça. Mais là, en l'occurrence, on n'a pas eu à faire ça parce que des sections d'acier qui ont été travaillées, là, je pense qu'on pouvait faire passer un char dessus et que le truc, il n'aurait pas plié. Donc 10 de chevaux plus 50 figurants, ça ne nous a pas inquiété plus que ça. Après, je rajouterais juste quelque chose, c'est effectivement au niveau déco, là je suis un peu dans la lumière, mais une équipe déco, c'est effectivement, il y a une tête pensante, entre guillemets. Après, ça décline derrière beaucoup de corps de spécificité. Aussi bien, je parlais des constructeurs, des menuisiers, des peintres qui sont capables de faire du faux marbre ou du faux bois ou des choses comme ça en un temps record. Des ensembliers, des régisseurs d'extérieur qui vont chercher des meubles, qui vont chiner. C'est plein de spécificités différentes qui font qu'une équipe déco fonctionne bien et c'est que des personnages qui sont complémentaires et
Et c'est pas un seul gars qui tient ça sur ses épaules, quoi. Je voulais juste rajouter ça. Est-ce qu'il y a une remarque ou question qui devrait être la dernière, mais on vous allez-y. Elle vous revient, cette dernière question. Oh ouais, j'ai la pression. Moi, je voulais savoir, parce que dans l'établi, du coup, hier, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment deux couleurs qui sortaient. Enfin, il y a toute l'usine qui est très bleue, très vert, tout l'extérieur qui est très jaune. Et ça se ressent pas que dans les décors, ça se ressent aussi à la lumière. Par exemple, le plan où ils rentrent de l'usine, où ça varie sur des lumières bleues, jaunes, sur les costumes, où bon, du coup, il y a les bleus de travail dans l'usine. Et les costumes à l'extérieur sont beaucoup plus jaunâtres, dans des couleurs chaudes. Et du coup, je me demandais qui a amené un peu cette idée de ces deux couleurs. Est-ce que c'est plutôt les costumes? Est-ce que c'est plutôt les décors? Est-ce que c'est plutôt à la lumière, à la réalisation? Est-ce que ça se construit un peu tous ensemble ou... On en a parlé en amont avec Mathias. Je pense qu'après, je pense que ça s'est fait un peu tous ensemble, d'une manière, une fois de plus, collégiale, où il y a eu un peu des évidences. Nous, le seul impératif qu'on a eu, c'est effectivement, on a assez vite dit au niveau des couleurs des deux chevaux ce qu'on pouvait avoir en amont, c'est-à-dire qu'en gros, c'était plutôt des vertes et des bleus, effectivement. Et à partir de là, je pense que tout le monde a décliné un peu bon, effectivement, on savait qu'il y avait des bleus de travail pour les ouvriers, ça se mariait bien avec le vert des voitures et le vert des cloisons, justement, a été fait aussi en fonction de cette direction. Après, je pense que ça a été un peu presque une évidence un peu pour Mathias, lumière, costume et déco, quoi. C'est une intuition collective, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, il y a une partie qui va se passer dans l'usine, les usines c'est assez froid, tout le monde va être en bleu de travail, et on se dit, est-ce qu'on fait un film de 2 heures où tout est tout le temps froid? Et on se dit, j'avais un moment, il y a quand même eu un moment où je me suis formalisé l'idée que c'était intéressant d'avoir une usine froide et un univers bourgeois confortable, quoi. Et donc ça a partitionné le film. Mais après, il y a plein d'aménagements, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire de faire une règle et de la contourner. Et puis il y a eu par exemple un moment assez fort où, et d'ailleurs je pense qu'on n'est pas allé au bout du truc, où on s'est dit tiens, qu'est-ce qui se passe dans l'usine quand on met des couleurs très fortes, et notamment c'est quelqu'un, je crois que le chef opérateur il voulait une 2 chevaux rouges au milieu, et je trouvais ça hyper mauvais goût. Je l'ai pas dit, mais j'ai dit ouais, mais t'es sûr et tout. Et en fait, donc on a un peu laissé, je lui ai un peu fait abandonner cette idée, mais Jean-Marc est revenu derrière parce qu'il y avait un truc à trouver là-dessus, sur le moment où il fait les portières. Et je pense que c'est toi qui es venu avec ces espèces de chariots orange. Oui. Et voilà, parce qu'il y avait cette idée qui était là, que tout était froid et qu'on pouvait amener un truc un peu. Et ces chariots orange, ils sont magnifiques, quoi. Vraiment, quand on les voit, c'est. Une fois encore, c'est des trouvailles qu'on fait un peu sur le tas, et en repérage, j'avais vu ces chariots orange qui traînaient dans je ne sais plus quelle usine, et la 2 chevaux rouge, on l'a pas trouvé, et après en pensant couleur orange, je me suis dit tiens, à telle usine, j'ai regardé mes photos de repérage, et on a été acheter les chariots orange, justement. Mais c'était une question collective qui a traîné. Voilà, on se dit tiens, l'usine c'est froid, on va partitionner chaud-froid, et est-ce qu'on reste que dans le froid pur et dur? Et puis la costumière est là, et elle suit toutes les conversations, et elle propose. Elle va dire les vêtements années 60, ils peuvent être comme ça, et on voit qu'on peut faire un intérieur avec les blouses assez froids, et dehors ils vont être habillés un peu chaud. Donc tout se continue, quoi, et chacun suit sa voie en entendant la partition globale, quoi. Merci beaucoup, Jean-Marc et Mathias. Merci beaucoup à vous pour votre parole et votre apport sur ce métier, ce travail de chef décorateur. Merci beaucoup pour votre présence et pour votre question. Et Loubna, peut-être rappeler la masterclass de cet après-midi, alors c'est une rencontre, échange de pratiques entre professionnels de la déco et autour de l'éco-production et comment faire un peu de l'écologie dans les métiers de la déco. Voilà. Essayer, c'est ça, parce qu'on en est aux prémices de tout ça. Mais merci à vous. En tout cas, c'était un réel plaisir d'échanger et de se plonger aussi dans la préparation, parce que effectivement, c'est un métier dont on parle peu, ou alors on s'interroge parfois peu aussi dessus. Donc, c'était moi, en tout cas, un réel plaisir pour moi de me plonger dans tout ça. Et l'établi sort le 5 avril, distribué par le Pacte. Merci à vous. Et merci à Annecy aussi pour la coordination logistique, et Clair Obscur pour ce partenariat.
Vous êtes bien.